réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Est-ce que TikTok et les réseaux sociaux pourraient aider et motiver les jeunes à apprendre, contrairement à ce que l'on pourrait penser? Parce qu'on le sait, à l'heure actuelle, le grand débat, c'est que les jeunes sont trop accros aux écrans de toutes sortes, que ce soit le téléphone cellulaire, la tablette, l'ordinateur. On le sait, c'est un problème dans la société aujourd'hui. Mais il y a des gens qui disent, hey, un instant, là, la façon dont on pourrait peut-être améliorer l'enseignement, c'est d'utiliser un petit peu plus TikTok parce que ça va rejoindre la façon dont les jeunes réussissent à saisir l'information, à la capter puis à être capable de l'apprendre bien. Alors, on va en discuter avec un enseignant de mathématiques au secondaire. Il s'agit de Sylvain Duclos. Sylvain, on lui parle quand même régulièrement pour des enjeux de pédagogie. Il a toujours une perspective intéressante et je l'accueille avec plaisir. Sylvain, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Alors, dites-moi, Sylvain, est-ce que ce serait une bonne idée d'utiliser davantage TikTok pour apprendre? Ben, en fait, je vous dirais pas nécessairement d'utiliser TikTok pour apprendre, mais je pense qu'on peut s'inspirer de TikTok et des réseaux sociaux en général pour apprendre comment intéresser nos jeunes, comment s'inspirer de ces codes-là pour que nos jeunes soient plus stimulés et plus engagés dans leurs apprentissages. Bon, de quelle façon? Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre de TikTok? Ben, entre autres, je vous dirais qu'il faut prendre conscience que nos jeunes n'ont plus la capacité d'attention qu'on croyait qu'ils avaient avant. Les réseaux sociaux nous démontrent qu'en dedans de quelques secondes, si ça les intéresse pas, ils passent au suivant. Donc, c'est certain que de faire une pédagogie qui est orientée sur l'enseignement pendant 40 minutes d'une notion, on n'est plus nécessairement là avec nos jeunes. Donc, moi, justement, j'ai une formation aujourd'hui à des enseignants, puis je leur disais, tu dois capter l'attention de tes jeunes en quelques secondes. Puis tu dois ramener ton contenu à des choses qui sont facilement digérables par tes jeunes, par exemple. Ouais, mais quand même, là, des fois, il y a des concepts qui demandent beaucoup de temps pour réussir à les saisir, à réaliser de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut, avec l'expérience TikTok ou s'en inspirer, atteindre des objectifs pédagogiques qui sont, à quelque part, plus considérables? Bien entendu, on peut pas résumer tout en dedans de capsules de 3 à 5 minutes, bien entendu. Mais cependant, il faut quand même penser à compartimenter les apprentissages pour que les jeunes puissent y revenir. Aujourd'hui, on a des jeunes qui sont, lorsqu'ils sont intéressés, ils vont aller réécouter de façon souvent des vidéos en ligne, par exemple. D'ailleurs, TikTok est en train de remplacer YouTube comme plateforme de recherche numéro 1 chez nos jeunes. Donc, par exemple, si moi j'ai plusieurs contenus à présenter à mes jeunes, puis je suis capable de le décortiquer en petites vidéos de 3 à 5 minutes, puis que le jeune présente une difficulté, bien, rendu à la maison, s'il a une difficulté sur un enjeu particulier, il va être capable d'aller la réécouter sur son réseau social, sur YouTube, sur TikTok ou sur un site web de classe, par exemple. Puis ça rend ça accessible aussi aux parents, parce que bien souvent, nos parents se sentent dépassés par les événements, ne savent pas comment aider leurs jeunes pendant les périodes de devoirs et leçons. Donc, ça leur donne des ressources qui sont disponibles, qui sont accessibles pour eux. Vous, Sylvain, vous le faites à l'heure actuelle avec votre enseignement en mathématiques? Vous utilisez de courtes vidéos pour essayer de faire mieux comprendre des concepts un petit peu plus difficiles? Oui, en fait, j'ai été avant-gardiste, je vous dirais, dans les dernières années. Moi, tout mon contenu là, de deuxième secondaire actuellement en mathématiques, il est disponible sur le web, sur YouTube, et toute ma classe est organisée en classe inversée. Donc, les jeunes ont accès aux vidéos, ils peuvent les réécouter à la maison. Mes vidéos est un petit peu plus longues, cependant. Puis là, dans les dernières années, je commence, puisque je suis très présent sur les réseaux, à créer des capsules résumées plus rapides que je rends disponibles à mes jeunes pour qu'ils fassent justement des révisions avant les évaluations, par exemple, ou pour valider que leur compréhension elle est correcte. Et est-ce que vous voyez des résultats positifs? Ben, je vous dirais que j'ai beaucoup de commentaires positifs de la part des élèves qui me disent que ça aide vraiment. D'ailleurs, l'an dernier, là, juste avant les examens du ministère de mathématiques, j'ai fait là, une vingtaine de capsules vidéo pour les jeunes en préparation à l'examen de mathématiques. Il y avait des dizaines de milliers de vues, puis les jeunes étaient vraiment emballés. Ils me disaient que c'était des concepts que j'avais pas compris à ce moment-là avec mon enseignant, mais là, le fait de le revoir avec un nouvel enseignant d'une autre façon, ça m'a vraiment beaucoup aidé. Bon, ça, c'est vraiment intéressant, là, parce que je pense aux gens qui nous écoutent, là, leurs enfants vont pas dans votre école, alors ils peuvent quand même avoir accès à vos capsules. Si on a un enfant qui est en secondaire 2, qui a un peu de difficulté en mathématiques, le programme il est pas mal le même partout au Québec, là, on peut aller voir les capsules pour apprendre à mieux digérer certaines notions.
Oui, ben c'est ça qui est intéressant aussi avec le web, c'est que le contenu qu'on y place est public puis accessible à tous. Donc, c'est une simple recherche va nous aider justement là, et on va pouvoir trouver des ressources qui sont de qualité. Si c'est pas les miennes, il y a plein d'autres enseignants qui font du contenu de très bonne qualité. Bon, voilà, vous venez de toucher le point que je voulais aborder avec vous. Vous le dites, il y a beaucoup d'autres enseignants qui font la même chose. Est-ce que c'est uniquement en mathématiques ou dans d'autres domaines aussi, en français par exemple? Il s'en fait encore aussi beaucoup en français. Je vous dirais qu'en mathématiques, c'est particulier parce qu'on a du contenu, je pense, qui s'y prête relativement bien. On a pas aussi, par exemple, qu'Alloprof est très présent en mathématiques, mais j'ai vu des capsules en français, en anglais, etc., qui sont disponibles. En univers social, je peux penser, par exemple, là, il y a un enseignant qui s'appelle le prof d'histoire qui fait des résumés préparatoires pour les examens du ministère, etc. Donc, il y a plein de belles ressources qui poussent. Le prof d'histoire, ça semble assez populaire. Hein? J'en ai entendu parler, même dans les membres de mon équipe, il y a des enfants qui consultent ce site-là. Ils sont très, très satisfaits. Dites-moi, est-ce que le ministère de l'Éducation a déjà porté un jugement sur cette façon de faire avancer la pédagogie? Je vous dirais que j'ai pas reçu d'informations à ce sujet-là. C'est pas quelque chose qui est nécessairement encouragé non plus. Le ministère aime bien créer ses propres ressources et les rendre disponibles. Donc, cette façon sociale, virale de faire du contenu et de les partager, je pense pas que c'est quelque chose qu'ils ont beaucoup expérimenté. Bon, mais on vous a pas découragé de le faire? Non, on m'a pas découragé de le faire. Puis je vous dirais que c'est quand même plutôt bien vu lorsque je crée du contenu à valeur pédagogique pour les élèves là, sur les réseaux. Bon, Sylvain Duclos, je reviens à ce que vous disiez au début de notre entretien. Vous parliez qu'aujourd'hui, vous avez donné une formation à d'autres profs à ce sujet-là? Oui, aujourd'hui, je suis en formation dans un congrès des enseignants de mathématiques, justement, qui s'appelle le GRMS à Victoriaville. Puis je vais être en fin de semaine prochaine au Salon de l'apprentissage de Québec pour donner une formation semblable. Donc, c'est quand même assez formidable. Le ministère de l'Éducation, pas vraiment un mot, mais des associations de profs disent « Hey, ça, c'est une façon de faire progresser le développement de la pédagogie ». Oui, je vous dirais que les associations d'enseignants, que ce soit au primaire, au secondaire ou par matière, sont très, très proactifs là, pour partager des contenus. Là. La population enseignante est très proactive pour faire de l'auto-formation. OK. Dernière question, Sylvain Duclos. Là, un parent qui nous écoute puis qui entend parler de ça pour la première fois puis qui dit « Hey, c'est absolument génial. J'aimerais initier mon jeune à ça. » Un conseil simple. Alors, quoi? Il faut se créer un compte TikTok et peut-être que l'enfant en a un, mais comment on procède concrètement pour ceux qui partent un peu à zéro? Là? Pour consulter du contenu? Oui. En fait, on se crée un compte sur les réseaux. Bien entendu, pour des jeunes, je conseille aux parents de créer un compte eux-mêmes parce qu'il y a des enjeux de confidentialité quand même. Puis, on va chercher directement soit sur YouTube, TikTok ou Instagram. Moi, mon compte s'appelle Sylvain Duclos Prof, mais allez-y avec les contenus qui vous intéressent, avec des mots-clés, puis vous allez trouver du contenu de très bonne qualité. Assez facilement. Sylvain Duclos, c'est super intéressant. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Une bonne journée. Bonne journée. Sylvain Duclos est enseignant de mathématiques au secondaire. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Bon, on va faire un exercice qui est pas mal le fun en compagnie de notre ami Luc Ferrandez qui est en studio. Bonjour Luc. Allô. Alors Luc, bien sûr, depuis l'annonce de Valérie Plante à l'effet qu'elle ne sollicitera pas de troisième mandat, la question est sur toutes les lèvres. Qui pourrait la remplacer? Alors, il y a toutes sortes de noms qui ont été lancés dans le débat public. Toi et moi, ce qu'on va faire à ce moment-ci, on va y aller nom par nom, rapidement, un peu en rafale, et on va essayer de donner un plus et un moins pour chaque candidat, chaque candidate. Qu'est-ce qui pourrait faire que ce serait une bonne personne, mais quel défi cette personne-là aurait à relever pour réussir ce coup-là de devenir maire ou mairesse de Montréal. Alors, commençons avec le chef du service de police de la Ville de Montréal, Fadi Daguerre. Wow, ça plairait à beaucoup de monde. Hein? Il a réussi son entrée à la Ville de Montréal. Moi, je te dirais à la police, il est capable de gérer des grandes organisations, deal avec des syndicats, deal avec des groupuscules patronaux qui ont des administratifs, qui ont des intentions différentes, capable de leadership, donc capable de réunir tous ces gens-là. Excellent candidat. Excellent candidat. Un point négatif? Non, j'en connais pas. T'en connais pas? Je veux pas en prétendre. Tu sais, le fait qu'il n'ait jamais fait de politique. Oui, regarde, parce que c'est ça. T'as besoin d'être une pieuvre pour être maire de Montréal. Tu sais, c'est une affaire où il y a 60 dossiers, il n'y en a pas un, il y en a 60. Est-ce qu'il est mauvais dans un de ces dossiers-là? Est-il bon? Est-ce que c'est un bon opérateur? Est-ce qu'il va être excellent à la logistique, aux égouts, aux aqueducs, au déneigement, aux bibliothèques? Je le sais pas. Mais je veux pas en partant dire qu'il est limité à la police, je ne le connais pas. Ça. OK. Mélanie Joly
Joly, ministre des Affaires étrangères du Canada et ancienne candidate à la mairie de Montréal. Oui, candidate à la mairie de Montréal quand elle n'avait aucune idée de ce que c'était. Elle n'aurait pas été capable de nommer 3 dossiers. Elle avait une idée magique de la gestion, des recettes de gestion. Tu te rappelles, on comprenait pas quand elle parlait. Et elle a failli gagner. Ben oui. Et pourquoi? Parce qu'elle a une stature, elle a une sorte de glamour autour d'elle. D'ailleurs, elle a beaucoup de prix d'expérience, de poids politique. Je pense qu'elle serait une excellente souveraine. Mais je suis pas certain qu'elle serait une bonne opératrice. Une excellente souveraine. Est-ce que tu y crois, une candidature comme la sienne? Non, parce que je trouve que ça ressemblerait trop à celle de Valérie Plante, qui a aussi été une souveraine, dans le sens où... Qu'est-ce que tu veux dire par souveraine? Ben, des gens qui font de la représentation, qui ont du charisme, qui ont des grandes capacités pour être élus, mais est-ce qu'elle va avoir les 2 mains dans le cambouis? Est-ce qu'elle va avoir les 2 mains dans la machine? Ça, c'est moins sûr. T'es pas sûr. OK. David Hurtel, ancien président de la Régie des installations olympiques, ancien ministre de l'Environnement aussi Et du Québec. c'est un avocat. Alors, un avocat, ça peut pas nuire à la Ville de Montréal. Je peux te dire que le service d'aide juridique est complètement débordé. Il y a des poursuites dans tous les sens. Moi, je pense qu'une personne qui a une bonne connaissance du droit pourrait réformer certaines pratiques à la Ville de Montréal. Notamment tout le dossier des achats, les achats d'immeubles et de terrains. On achète toujours 25% trop cher, on vend tout le temps 25% pas assez cher, on se fait tout le temps avoir. Tout le temps, c'est systématique. Richard Bergeron a fait la liste à un moment donné de toutes les acquisitions que la Ville faisait. T'sais, on a besoin de faire des acquisitions tout le temps. Là. Un immeuble parce qu'on veut qu'il vienne devenir un logement social, un terrain parce qu'on veut passer une route, n'importe quoi. À chaque fois, systématique, on se fait avoir. Alors, un avocat, ça pourrait être excellent. Est-ce qu'il a le bagou pour faire ça, selon toi? Je pense que non. Je l'ai jamais entendu se prononcer sur ces questions-là. Tu sais, on n'est pas... C'est comme si demain matin, quelqu'un disait, moi, je vais être le coach du Canadien. Tu sais, j'étais super bon, j'avais une compagnie de ciment, mais là, coach canadien, c'est pas pareil. J'avais 20 employés, ça marchait. Hein? C'est ça. Fait que là, je suis pas sûr que j'y donnerais le bon Dieu sans confession sur les opérations de la Ville de Montréal. OK. Un nom qui est dans l'espace public avec un petit peu plus de poids depuis quelque temps, c'est celui de Luc Poirier. Ben oui, un gars qui a acheté un terrain 20 millions, il pensait le revendre 80 millions, il l'a revendu 240 millions. Et c'est là qu'on doit faire, théoriquement, l'usine Nordvolt. Oui, c'est ça. Donc, lui, pour acheter chaque élu, c'est déjà assez bon. Comme chaque électeur, c'est pas pire comme point de départ. Il y aura une grosse campagne électorale, quoique la loi l'interdit de faire ça. Là. Mais Luc Poirier, écoute, on devient pas riche aujourd'hui, on devient pas riche par miracle. Donc, il y a de l'astuce. C'est un astucieux. Et ces astuces-là peuvent lui servir dans n'importe quelle fonction. Maintenant, c'est le candidat idéal de la banlieue. Il habite en banlieue, il parle pour les gens de banlieue, il a des intérêts des gens de banlieue à cœur. Donc, s'il veut se faire élire en banlieue, il a toutes les chances de gagner. Ouais, voilà. Mais l'élection est à Montréal et les gens de la banlieue ne votent pas. C'est ça. On en parlait il y a un moment avec notre ami Louis Lacroix. Vincent Marissal, député de Rosemont de Québec solidaire, son nom a été mentionné. Il avoue lui-même avoir été approché. Résident de longue date de Rosemont, je lui ai parlé à de nombreuses reprises. Il a beaucoup les enjeux de Montréal à cœur. C'est vrai. En urbanisme, en circulation. Il a écrit plein de papiers quand il était journaliste. Beaucoup d'intérêt sur la sécurité, sur le sport les jeunes, le sport, l'acquisition de la culture, etc. C'est une bonne candidature. Ceci étant dit, il vient d'un parti de gauche et en ce moment, gauche-gauche, hein? Parti de gauche, d'ailleurs, qui fait élire tout son monde à Montréal. Donc, Montréal, c'est pas mal à gauche. Ça a toujours été pas mal à gauche. Ceci étant dit, c'est aussi une ville qui doit être capable d'attirer énormément de gros entrepreneurs pour qu'ils construisent. Est-ce que ça va être le candidat qui va être capable de faire ça? Très, très bonne question. Quelqu'un d'un peu moins connu, mais elle est quand même mairesse d'un arrondissement, celui de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension. Elle s'appelle Laurence Lavigne-Lalonde. Ouais, au sein des gens qui sont à l'interne, je dirais que c'est celle qui a le plus de chance. Là, tu sais, dans les plus qu'un gars comme Luc Rabouin? Je pense. Elle a plus de charisme, elle a moins de politique en elle. Tu sais qu'elle a dealé notamment sur la piste cyclable qui devait qui va se construire. Pour ça. Et tellement critiquée. Puis elle a réussi avec un certain aplomb à l'imposer sans mépriser personne autour d'elle, en donnant des bons arguments. Elle se tient droit dans ses bottes.
je pense. Puis aussi, elle a beaucoup de charme en communication. Elle a beaucoup de capacité d'aller vers les gens. Je la trouve vraiment affûtée pour... tu sais, quand quelqu'un commence un marathon, là, t'as besoin d'être affûté. Elle est affûtée pour le poste. Bon, je mentionnais le nom de Luc Rabouin. Ça a été ton successeur à la mairie du plateau Mont-Royal. Luc Rabouin, c'est un gars qui a réussi à prendre le plateau après moi sans jamais faire parler de lui dans les journaux. Quelque chose que j'ai pas réussi. Non, t'as pas vraiment réussi ça, Luc, je peux te le dire. Alors, Luc Rabouin, il y a vraiment ce talent-là. Puis il y a aussi le défaut qui va avec le talent, c'est-à-dire il passe entre la tapisserie puis le mur assez aisément. Là. Donc, est-ce que c'est ça qu'on a besoin comme maire de Montréal? On a besoin de quelqu'un aussi qui va défendre Montréal avec beaucoup de passion contre les autres gouvernements, mais auprès des autres gouvernements, Québec, Ottawa. Ça, ces capacités-là, ces compétences-là, à un moment donné, porter le maillot, déchirer la chemise, pas sûr. OK. Quelqu'un qui vient du milieu des affaires, qui ferait certainement le bonheur du milieu des affaires, le banquier avocat Michael Fortier. Lui, on veut tout le temps le placer quelque part. Hein? T'as-tu remarqué que dans la boîte de jouets, lui, on pourrait le mettre là, parce que c'est un leader né. Hein? Puis c'est quelqu'un qui prend la parole aisément sur les enjeux sociaux, malgré que sa compétence, ça soit la banque. Écoute, il y a un domaine là, à Montréal, là, je te le disais tantôt, là, il faut transformer des logements, des terrains industriels. Il faut construire du logement en quantité. Il faut convaincre des promoteurs de construire. Il faut les convaincre de baisser leur prix. Il faut revoir l'attribution des contrats, l'attribution des permis, les délais. Le gars pourrait peut-être avoir des talents dont on pourrait se servir. Okay. Ceci étant dit, j'ai dit tantôt que c'est une ville de gauche. Oui, c'est vrai. Fait que là, il n'est pas à gauche. Il n'est pas à gauche. Jean-François Lisée, par contre, est un peu plus à gauche. C'est un péquiste. C'est une ville essentiellement fédéraliste. Montréal est une ville fédéraliste à cause de sa composition. Maintenant, 50% de francophones, mais aussi 50% de gens qui viennent de d'autres origines. La tentative des péquistes de faire élire un maire a échoué depuis Bourque. Hein, et même avec Bourque, ça a échoué la deuxième fois. Donc, pas certain que ça puisse fonctionner. OK, dernier nom, Luc Ferrandez. Ah! C'est le meilleur. Il rassemble l'ensemble des compétences. La manière que je vois, c'est un gars, il est prêt pour la job. Puis, écoute, moi, je suis un tyran dans l'âme. Alors, si vous voulez vous faire tyranniser, votez pour moi. On vote pour toi. Écoute, moi, je pense qu'il faut couper des milliers d'emplois, au moins 2000 emplois. Je pense qu'il faut écraser littéralement des départements. Malheureusement, pour les bonnes personnes qui y travaillent, je pense que chaque année, Montréal arrive avec un déficit, avec la difficulté à joindre les deux bouts. Ça semble impossible. Je ne suis pas le bon gars pour être... Puis les gens ne réalisent pas ça. Fait je ne suis pas le gars pour porter ce type de contraintes. Je suis pas sûr que ce programme-là serait très populaire. Il y aurait peut-être une manifestation ou deux. Hey, je t'écoute. Est-ce que je me trompe? Celui pour lequel tu as été le plus positif, c'est bizarre, je pense que c'est Fadi Daguerre. Est-ce que c'est une mauvaise lecture? Oui, c'est vrai. Je m'écoute à rebours. Là. Fadi Daguerre, absolument, je trouve que c'est un gars en plus qui a une sorte de passion pour la sociologie de Montréal, ses groupes communautaires, c'est les gens qui viennent de d'autres origines, les Montréalais de souche aussi, sa capacité d'intégration, il vient d'ailleurs, il est né ailleurs, sa capacité de créer des équipes. Écoute, je pense que tu as mis le doigt dessus. Merci beaucoup, Luc, super intéressant. Merci à toi. C'était notre ami Luc Ferrandez. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Beaucoup de gros dossiers à l'Assemblée nationale du Québec cette semaine, notamment celui du financement des écoles religieuses. Alors, pour aborder l'ensemble de ces sujets, je reçois le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois. Monsieur Nadeau-Dubois, bonjour. Bonjour, M. Quentin. M. Nadeau-Dubois, il y a une motion qui a été votée aujourd'hui à l'Assemblée nationale pour mettre fin aux subventions aux écoles religieuses. Vous êtes en faveur de terminer ce financement, mais pourtant, vous avez voté contre la motion. Pourquoi? Parce qu'il y avait toutes sortes de choses dans cette motion-là, pas seulement la question du financement public des écoles privées religieuses. Nous, on avait déposé hier une motion pour demander la même chose. Donc, sur le fond, tout le monde s'entend, sauf la CAQ, qui est en fait devenu le seul parti au Québec qui pense qu'il faut continuer chaque année à verser 200 millions de dollars de fonds publics à des écoles privées qui sont religieuses. C'est assez contradictoire avec la prétention du gouvernement de vouloir assurer la laïcité de l'État au Québec. Moi, je comprends pas pourquoi, après toutes ces années, on envoie encore autant de nos
de nos fonds publics, remplir les coffres d'écoles qui sont religieuses. Mais c'était pas justement le moment d'envoyer un message, de voter en faveur de cette motion-là? Comme on pourrait rentrer dans les technicalités de l'Assemblée nationale ensemble. Il y avait d'autres éléments dans la motion. Dites-nous l'élément principal qui a fait en sorte que vous avez voté contre. Il y avait notamment une volonté d'aller renforcer la loi sur la laïcité. Pour nous, c'est un peu un autre débat. Vous savez, Québec solidaire, c'est le premier parti politique au Québec qui a demandé la fin du financement public des écoles privées. On l'a fait depuis 2007. Et pendant longtemps, on a eu un peu l'impression de prêcher dans le désert. On était le seul parti pendant des années à vouloir aller dans ce sens-là. Et donc là, on est vraiment content de voir que non seulement le Parti québécois, depuis quelques années quand même, et depuis hier même, le Parti libéral du Québec s'est rallié à cette position-là. Donc, on est content de voir les autres partis se joindre à cette demande-là, puis on va continuer. Parce qu'en ce moment, dans nos écoles publiques, on manque d'argent. Moi, je rencontrais l'autre fois une enseignante qui me racontait que dans son école, et je vous jure que c'est une vraie anecdote, là, on lui avait refusé l'achat d'élastiques dans sa classe parce que les budgets étaient épuisés. Pendant ce temps-là, on envoie 200 millions dans les écoles privées à vocation religieuse. C'est profondément dérangeant. Bon, alors, tout ça pose le problème des écoles religieuses. Là, vous le mentionnez, c'est un problème réel. Mais dans ce débat-là, on parle de laïcité. Et là, vous trouvez que deux autres partis politiques, là, la Coalition Avenir Québec, le Parti québécois, qui sont un peu alarmistes au sujet de la laïcité. Oui, c'est ce que je pense, dans la mesure où c'est important de faire la lumière sur ce qui s'est passé à l'école Bedford. Ce qui s'est passé à l'école Bedford, c'est profondément, c'est plus que dérangeant, c'est scandaleux. On peut pas accepter que des individus imposent des préjugés religieux, idéologiques ou culturels, appelez-les comme vous voulez, là, dans des écoles publiques qui sont censées être laïques. Tous les enfants du Québec, peu importe qui sont leurs parents, ont droit à la même éducation de qualité. Donc, il faut faire la lumière sur ce qui s'est passé à Bedford. Je pense que le Centre de service scolaire de Montréal a manqué à ses devoirs en laissant ces enseignants-là enseigner pendant aussi longtemps. Il faut faire un post-mortem pour regarder qu'est-ce qui s'est passé. Nous, on est ouverts à bonifier la loi sur la laïcité si c'est nécessaire. Mais moi, mon petit doigt me dit, M. Quentin, que même avec les lois actuelles, même avec les règles actuelles, on aurait dû intervenir à Bedford. Je pense qu'on n'a peut-être pas besoin de changer les lois. Moi, je pense qu'il y a des gestionnaires qui n'ont pas fait leur travail au Centre de service scolaire de Montréal et il faut commencer par ça. Puis bien sûr, on n'est pas fermé à regarder s'il faut ajouter des garde-fous. Bon, il semble quand même avoir une espèce de courant, là. Il y a plusieurs personnes qui pensent à l'heure actuelle au Québec que la loi sur la laïcité manque peut-être de mordant. Comme je vous le dis, nous, on n'est vraiment pas fermés à regarder s'il faut bonifier la loi sur la laïcité de l'État. Mais M. Quentin, le premier jugement de la Cour suprême là, au Canada qui établit l'importance, en fait, l'exigence que les croyances religieuses des employés de l'État n'interfèrent pas dans leur travail, là, ça date de 1980. Ça a été réitéré par les tribunaux depuis 40 ans. Donc, moi, je veux bien qu'on examine si on a besoin de bonifier la loi sur la laïcité, là. Mais je refuse de reconnaître que le Centre de service scolaire de Montréal avait les mains liées. Moi, je pense qu'il y a du laxisme dans le système scolaire, qu'il y a des administrations, des gestionnaires qui n'agissent pas. Il faut aussi regarder les agissements des syndicats pour s'assurer que tout le monde fait son travail. Et je pense qu'on doit commencer par ça avant de sauter à la conclusion que le problème, c'est la loi sur la laïcité. Donc, vous pointez d'abord la machine plus que la législation. C'est un excellent résumé de ce que j'essaye de dire. Commençons par regarder qui dans la machine a fait des erreurs et n'a pas été à la hauteur. Et si on constate qu'on a besoin de bonifier la loi, ben nous, on va être ouverts tout à fait à regarder ça. OK. M. Nadeau-Dubois, j'aimerais qu'on parle d'immigration. Le gouvernement fédéral a annoncé ce matin de nouvelles cibles. Première réaction du gouvernement du Québec, réaction d'insatisfaction. François Legault estime que cette réduction en immigration est nettement insuffisante. Vous, comment vous analysez la décision du gouvernement fédéral? Je pense qu'il y a un consensus au Canada et au Québec qu'il faut
réparer le système d'immigration. Maintenant, M. Legault a beau jeu de dire que c'est insuffisant. Il a lui-même fait augmenter l'immigration temporaire dans les programmes qu'il contrôle. Donc, en immigration, là, depuis plusieurs mois maintenant, c'est toujours ça la stratégie de François Legault. Je pense que les gens qui nous écoutent sont habitués. Il pointe beaucoup Justin Trudeau en lui demandant de faire des choses. Et puis, je vais être bien honnête avec vous, des fois on est d'accord avec lui, mais pendant ce temps-là, ce dont il ne parle jamais, c'est des programmes d'immigration que lui, il contrôle. Et dans ces programmes-là, il a fait exploser l'immigration temporaire. C'est pour ça que c'est important d'avoir un débat qui est basé sur les faits. Puis les faits, c'est que le dérèglement de notre système d'immigration en ce moment, il a été causé à la fois par les mauvaises décisions de Justin Trudeau et par les mauvaises décisions de François Legault. Mais toute la question des demandeurs d'asile, c'est quand même plus la responsabilité du gouvernement fédéral. La responsabilité, oui, par exemple, la répartition du nombre de demandeurs d'asile à travers le Canada, c'est une responsabilité fédérale. Maintenant, il n'y a aucun gouvernement, ni au Canada, ni au Québec, qui peut contrôler la quantité de gens qui cognent à nos portes. C'est assez difficile de prévoir combien de gens vont venir demander un statut de réfugié au Québec, par exemple. Il peut y avoir des catastrophes naturelles, des guerres civiles, des déstabilisations politiques à l'international qui font en sorte que des gens viennent chercher refuge ici. Après ça, le débat, c'est comment on organise l'accueil de ces gens-là, comment on les répartit de manière équitable envers le Canada. Et tout ça, c'est des sujets importants où on a été très clair. Le Québec a fait bien plus que sa part en matière d'accueil des demandeurs d'asile. Il faut que toutes les autres provinces canadiennes en fassent davantage. On a toutes les mêmes obligations sur le plan international après tout. Mais encore une fois, je pense que dans ce genre de dossier-là, la collaboration est bien préférable au pointage de doigts. Est-ce que vous êtes d'accord avec le Parti québécois qui propose un moratoire sur l'arrivée d'immigrants économiques? Là, c'est une nouvelle qu'on a apprise aujourd'hui, une entrevue de Paul Saint-Pierre Plamondon à la presse dans laquelle ce plan-là est révélé. C'est une proposition très surprenante de la part du Parti québécois. Pourquoi? C'est pas mal compliqué, le système d'immigration, là, mais grosso modo, l'immigration économique, là, c'est la seule catégorie d'immigration sur laquelle le Québec a un plein contrôle et sur laquelle le Québec peut exiger des hautes exigences de français. Donc, quand on diminue l'immigration économique, on vient diminuer la catégorie d'immigration où on peut le plus exiger la maîtrise du français. Donc, parce que une personne qui vient demander le statut de réfugié, par exemple, comprenez qu'on ne peut pas l'exiger qu'une personne qui veut être réfugiée parle le français. On ne choisit pas où sont les guerres civiles. Puis les guerres civiles ne sont pas juste dans les pays francophones. L'immigration économique, c'est une des seules catégories où on peut exiger une haute connaissance du français. Donc, c'est important de garder une immigration économique importante si on veut assurer la survie de la langue française. Donc, moi, je suis très surpris d'entendre le Parti québécois proposer ça. Bien sûr, on va attendre de voir le reste de leur plan, mais déjà, c'est une proposition qui nous a fait tomber en bas de notre chaise de Québec solidaire. Donc, vous n'iriez pas du tout dans ce sens-là, là. Non, il faut revoir le système d'immigration. Il faut d'abord et avant tout s'attaquer au problème de l'immigration temporaire qui a explosé dans les dernières années au Québec à cause des décisions de M. Legault et de M. Trudeau. Il faut revoir le système pour favoriser justement une immigration qui est plus permanente, qui permet une meilleure intégration, une meilleure connaissance du français. Mais là, ce qu'on apprend aujourd'hui dans le journal, c'est que M. Plamondon veut aussi diminuer l'immigration économique. C'est profondément surprenant. OK. En terminant, M. Nadeau-Dubois, je vais vous parler de la décision de Valérie Plante là, qui ne sollicitera pas de troisième mandat à la mairie de Montréal. Aujourd'hui, votre député de Rosemont a dit qu'il réfléchirait peut-être à la question si d'aventure on lui proposait de façon plus formelle de poser sa candidature. Je parle bien sûr de Vincent Marissal. Comment vous avez réagi à ça? Ben Vincent a eu une conversation hier avec Christine Labrie, ma coporte-parole et moi. Il nous a dit qu'il avait été approché, que ça l'avait un peu surpris, mais que ça l'obligeait à se poser des questions. Moi, je comprends ça. Puis je comprends que quand on nous approche comme ça, ben on se pose des questions. Donc, moi, je pense que Vincent fait preuve de transparence ce matin quand les journalistes l'ont questionné et je pense que dans les circonstances, c'est la chose à faire. Donc, vous n'êtes pas choqué qu'un député actuel de Québec solidaire, là, puis vous n'êtes pas une grosse équipe, dise publiquement que, bon, peut-être qu'il abandonnerait son poste pour briguer la mairie de Montréal? On n'en est pas là, hein. On n'en est pas là encore. C'est sûr que si Vincent avançait dans sa réflexion et il se lançait dans une campagne, là, vous comprendrez que les choses seraient différentes. Mais là, les journalistes ont demandé à Vincent ce matin s'il avait été approché. Il a été transparent, il a dit oui, que ça faisait en sorte qu'il se posait des questions. Et puis, c'est un ami personnel aussi, Vincent, alors on va continuer d'être en communication ensemble. Puis si les choses évoluent, ben on verra comment
comment on gère la situation. Vous savez que dans toute la liste de noms qui ont été mentionnés, bien sûr, il y a quoi? Il doit y avoir maintenant une quinzaine de noms là, qui ont été mentionnés publiquement. Il y avait également le nom de Gabriel Nadeau-Dubois. Est-ce que ça vous intéresserait? C'est l'automne des spéculations, n'est-ce pas? Oui. Les rumeurs en politique, je pense que c'est le seul type de rumeur qui va plus vite que les rumeurs au hockey. J'ai été pas mal surpris de voir mon nom circuler comme ça. Moi, j'attends ma deuxième fille là, bientôt. Ma blonde devrait accoucher quelque part dans le prochain mois. Donc, mon seul plan pour 2025, c'est d'accueillir la nouvelle cocotte dans la famille. Puis je vais terminer également mon mandat de député jusqu'en 2026 à l'Assemblée nationale, donc ce ne sera pas pour moi. Ben voilà qui est clair. Merci beaucoup, M. Nadeau-Dubois. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée. Gabriel Nadeau-Dubois est co-porte-parole de Québec solidaire. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Et oui, mon prochain invité, vous le connaissez bien. Il s'agit de Gaétan Barrette, médecin spécialiste lui-même et ancien ministre de la Santé. Monsieur Barrette, bonjour. Bonjour. Puis ce qui est amusant là-dedans, c'est que j'ai négocié le même sujet des deux côtés de la table. Des deux côtés de la table. Alors, dites-nous pourquoi ça fonctionne pas, M. Barrette? Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans une négociation avec les médecins spécialistes où on apprend même que les médecins pourraient poursuivre le gouvernement? Ouais. Là, je ne veux pas prendre parti ni pour un ni pour l'autre. Mais la réalité, mettons-nous tous sur le même fuseau horaire, là. C'est une négociation qui commence, premièrement. Deuxièmement, la question d'avoir accès à l'arbitrage, c'est une demande historique de tous les groupes syndicaux. Il n'y a pas un syndicat qui n'a pas demandé ça un jour. Et c'est une chose que le gouvernement a toujours refusée. Alors, au moment où on se parle, la FMSQ, sans prendre parti pour elle ou pour le gouvernement, met sur la table, en début de négociation, un concept que le gouvernement refuse, mais qui est légitime. Pourquoi c'est légitime? C'est légitime parce que les médecins sont dans une situation où ils n'ont pas le pouvoir de faire la grève. Ils n'ont pas le pouvoir ni moral ni légal d'aller aussi loin qu'ils pourraient dans un rapport de force. Et ils seraient potentiellement dans l'intérêt de toutes les parties d'avoir un arbitre qui règle et qui permet de concilier certaines difficultés de négociation. On vient de le voir avec les infirmières. C'était pas un médiateur, c'est un conciliateur, c'est pas la même chose, qui a mis sur la table une proposition sur laquelle les gens se sont entendus. Ce que les médecins proposent, c'est d'avoir un arbitrage exécutoire. L'arbitrage exécutoire existe dans toutes les provinces et territoires, sauf au Québec. La position de la FMSQ, sans prendre parti pour eux ni contre, c'est de dire, comme c'est un sujet très particulier, pourquoi le Québec ferait bande à part par rapport aux autres provinces et territoires du Canada, ce qui, en soi, a quelque chose de légitime, je pense, d'approprié. Ça évite les moyens de pression, ça évite les chicanes, ça règle des problèmes, et ainsi de suite. C'est pas parfait, mais c'est une avenue qui est, à mon sens, raisonnable, qui a toujours été refusée par le gouvernement. Mais je le répète, on est en début de négociation. On n'est pas dans une période de moyens de pression. Là. Vous dites, Dr Barrette, que c'est une avenue légitime, mais j'imagine que quand vous étiez ministre de la Santé, vous pensiez autrement. C'est pas que je pensais autrement. Quand j'étais président de la FMSQ, je le mettais sur la table. Puis le gouvernement, évidemment, refusait tout le temps. Quand j'étais ministre de la Santé, on le refusait aussi parce que c'est l'appareil gouvernemental dans son entièreté qui refuse ce concept-là. L'État du Québec a toujours refusé un arbitrage exécutoire dans tous les sujets. Tout. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas d'autre. C'est un espèce de concept qui est c'est un peu la dernière frontière, là. C'est comme dans Star Trek, là. C'est la dernière frontière où on ne se rendra jamais. C'est comme ça. Alors, mais pourquoi? La raison, c'est que le gouvernement veut garder le contrôle sur les cordons de la bourse, j'imagine. L'argument gouvernemental, et j'y souscrivais à l'époque, on ne peut pas se subordonner à une tierce partie pour la négociation, l'affectation de la moitié du budget de l'État. C'est ça le principe de base, qui aussi est une position qui est légitime. Elle est légitime, mais il n'en reste pas moins que ça existe dans toutes les autres provinces. C'est ça l'argument, puis je le répète. Les deux parties sont au début de la négociation. Là. C'est normal de mettre les choses sur la table. Ça ne veut pas dire que ça va finir comme ça. Et, comme vous le voyez au moment où on se parle,
Y a-t-il un moyen de pression actuellement? Il n'y en a pas. Alors, c'est une position de négociation, comme on le voit tout le temps, puis on verra bien où ça va nous mener. Mais pourquoi c'est si compliqué dans le secteur de la santé? Là, je disais d'entrée de jeu, bon, les infirmières, ça a été très long à régler. Il y avait tous ces enjeux liés à la mobilité, puis ça a pris du temps à régler. Il a fallu qu'un conciliateur s'en mêle. Là, on tombe dans un nouveau, une amorce de situation très difficile pour bien des familles avec les optométristes. Il y a un accord cadre à renouveler avec le gouvernement par l'Association des optométristes. On semble incapable de le faire. Pourquoi également dans ce dossier-là, on n'est pas capable de s'entendre plus rapidement? Bien, je peux vous donner la réponse à 11 milliards de dollars. Actuellement, on a un gouvernement qui est en déficit et qui va se servir d'un certain nombre de choses pour ne pas aller de l'avant, pour résoudre certaines situations que je qualifierais de conflictuelles. Je m'explique. Au moment où on se parle, si vous le faites, parce que vous le faites, la comparaison avec les infirmières, elles, sont dans une dynamique de gain financier, organisationnel, professionnel, alors que les médecins spécialistes, pas les omnipraticiens, je dis ça objectivement. Les spécialistes, eux autres, sont dans une dynamique où ils veulent travailler. C'est ça qu'ils veulent. Les chirurgiens, là, pour prendre l'exemple des listes d'attente, ils ne peuvent pas opérer faute de disponibilité organisationnelle. Ils veulent travailler. C'est quand même extraordinaire. Alors que les infirmières, elles, ils veulent pas de flexibilité, ils veulent pas ci, ils veulent pas ça. Et ça, c'est un gain pour le gouvernement d'avoir ça. C'est pas la même dynamique. Alors, on a un groupe qui s'appelle les médecins spécialistes qui ne vous parle pas publiquement d'augmentation de tarifs et de ceci, de cela. Ils veulent être au bloc opératoire pour opérer et on leur donne pas la capacité d'opérer. C'est ça la réalité. Et cette capacité-là, il faut bien la comprendre. Que voulez-vous, là? Opérer un patient, c'est un travail d'équipe. Le travail d'équipe, là, ça veut dire que le chirurgien a autour de lui toutes les ressources pour lui permettre d'opérer. Des infirmières, des anesthésistes, des hypnothérapeutes, des préposés, des locaux, et ainsi de suite. Il y a des patients il y a des ressources pour investiguer le patient avant l'opération, de la radiologie, des endoscopies, des bilans préopératoires, post-opératoires. Mais tout ça, au moment où on se parle, ce n'est pas au rendez-vous faute de financement. C'est ça la réalité, là. Alors, les médecins sont là. Ils veulent, eux, travailler et le gouvernement ne répond pas. Et là, je vous dis ça de la façon la plus objective possible. J'ai joué dans ce tableau-là, dans ce film-là. Moi, je me souviens, quand il y a eu la période de rigueur budgétaire, les gens nous disaient clairement, voici ce qu'on ne fera pas, faute de budget. Je suis cité là-dessus. Un jour, j'ai dit à mon président du Conseil du Trésor, je ne peux pas reconduire l'année prochaine ce que j'ai fait l'année dernière, faute de budget. Vous savez, en santé, là, il y a une réalité. Mais il faudra en mettre combien? Laissez-moi juste finir cette phrase-là parce qu'elle dit tout. En santé, il y a une réalité qui est implacable. Tout commence par un budget et finit par un chiffre qui est en parenthèse ou non. Entre les deux, il y a des services. Si les services ne sont pas au rendez-vous, par rapport aux besoins de la population, en quelque part, c'est parce que le budget alloué n'est pas au rendez-vous. Et je n'en lance pas la pierre à personne. Ce que je dis, c'est que nous là, vous, moi et ceux qui nous écoutent actuellement, collectivement, on n'en fait pas une priorité. Ça ne sera pas un enjeu électoral au fédéral, ça n'est jamais un enjeu électoral au provincial, et on fait avec ça. Un ministre de la Santé fait avec le budget qu'on lui donne, et si le budget n'est pas à la hauteur des besoins, il y a des problèmes. Dans la problématique, au moment où on se parle des listes d'attente ou des retards de chirurgie, ça, c'est plate, là, mais c'est 1 + 1 = 2. C'est factuel, c'est blanc et noir. Les ressources ne sont pas au rendez-vous. Pourquoi ils ne sont pas au rendez-vous? Il y a 2 éléments. Il y a l'allocation budgétaire et il y a le syndicalisme, parce que les équipes autour, là, c'est une guéguerre. Si vous voulez vous dire, c'est pas les docteurs qui ferment le bloc opératoire à 2 heures l'après-midi. C'est pas eux autres, là. C'est d'autres. Donc, vous mettez plus ça sur la faute des infirmières? Jamais pas. C'est pas une question de faute. C'est pas ça. C'est quand même. Quelque part, il y a des responsabilités, là. Vous le dites vous-même. Mais oui, je le dis. Mais votre échelle d'analyse est en termes de faute. Je ne dis pas que c'est une question de faute. Je dis qu'à un moment donné,
comme tout le monde qui prend un verre de vin, on doit mettre de l'eau dans son vin à un moment donné, et toutes les parties doivent le faire. Est-ce qu'on est loyal aux citoyens, donc au fonctionnement de l'organisation, ou on est jusqu'au boutiste par rapport à son propre intérêt? Moi, Dr. Barrette, en terminant, je vous dirais une chose. Mon échelle d'analyse n'est pas axée sur la faute. Mon échelle d'analyse, c'est celle, je pense, de bien des gens qui nous écoutent à l'heure actuelle, puis qui disent encore une fois, mais pourquoi ça ne fonctionne pas? On consacre des milliards de notre budget. On a de la misère à conclure des accords. Il y a quelque part, et le résultat, il y a de plus en plus de gens qui se tournent vers le privé. Donc ça, c'est un problème. Je vous laisse le mot pour conclure, mais après, il faut qu'on se laisse. Très bien, mais vous avez raison. Vous avez parfaitement raison. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas de contraintes minimales dans le système en termes d'allocation des ressources et d'utilisation des ressources. Ces contraintes-là appartiennent au gouvernement. Merci beaucoup, Dr. Barrette. Merci, au revoir. À une prochaine. Gaétan Barrette est médecin spécialiste et ancien ministre de la Santé.